1, 2. Bien, eh bien, merci de nous avoir rejoints et de s'être rejoints. On va essayer de redémarrer avec dynamisme, même si après le repas, c'est pas toujours facile. Donc ce matin, on était sur des aspects assez techniques, assez bâtiments, assez matériels. On a beaucoup parlé de normes, de respect des impératifs techniques. Et là, on va se pencher plus sur le facteur humain, qui est quand même toujours quelque chose de très intéressant. Non seulement parce que dans ces différents sinistres, il y a souvent une approche ou un rôle, une intervention de l'homme, mais aussi parce qu'il n'y a de réalité qu'humaine, en fait. Voilà. Donc, enjeu du comportement humain, bonnes pratiques et solutions innovantes. Je vais peut-être commencer par passer la parole à Farida Djellal, qui est professeure à l'Université de Lille. Si j'avais passé la dernière, je me suis dit que j'aurais plus rien à dire. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement. Alors merci de. Alors il y a deux choses. Attendez, prenez celui-là, il est allumé. Il faut le tenir. Bien devant. Il faut le tenir assez près de son menton. Voilà. D'accord. Merci de vous présenter rapidement et puis d'expliquer à nos interlocuteurs quels sont vos domaines d'intervention. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis professeure à l'Université de Lille en économie, avec un thème de recherche qui est économie de l'innovation et plus particulièrement innovation dans les services. Donc avec toutes les thématiques que ça pose, puisque, je ne vais pas entrer dans le détail, comme vous savez tous, aujourd'hui on est dans une économie de services, et 3/4 de la population travaille dans le secteur des services. Donc il y a plein de remises en question, y compris au niveau des paradigmes, au niveau des calculs, au niveau des indicateurs, etc. Donc j'ai travaillé sur différentes activités de services, et en l'occurrence sur les services de soins aux personnes âgées, dans le cadre de 2 missions. Une, c'était un contrat européen. On était amené à comparer un petit peu ce qu'était l'innovation dans les services de soins aux personnes âgées, et puis un travail récent pour un organisme français de recherche qui est la chaire Transition et Démographie. Donc l'objectif, c'est que très souvent, innovation et vieillissement sont 2 termes qui sont quand même antagonistes. Donc voilà, donc ça a été le premier point de départ. Qu'est-ce que c'est que l'innovation pour être un peu dur, chez les vieux? Donc voilà, parce que il n'y avait aucun travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Et puis, ce qui nous a poussé aussi à travailler dessus, c'est 2014, avec la nouvelle loi de Jean-Marc Ayrault, mise en œuvre par Marisol Touraine, sur la prise en compte finalement de ce phénomène qui devient un phénomène crucial pour tous les pays. Du monde, surtout d'Europe et de certains pays d'Amérique, moins en Afrique, parce qu'il y a encore une fécondité élevée. Et donc voilà, et donc nous on s'est principalement centré sur le cas de la France, et on a été amené donc à se poser la question de savoir ce que c'était. Alors pourquoi ? Parce que très souvent, quand on parle, et je l'ai encore entendu beaucoup ce matin, quand on parle d'innovation chez les personnes âgées, très souvent, ça se résume à la technologie. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre comme nouvelle technologie ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, y compris à l'hôpital. Aujourd'hui, par exemple, on a une recherche sur l'innovation à l'hôpital, et très souvent, l'hôpital, on la voit aussi comme un plateau technologique, alors qu'en fait, les patients, quand ils vont à l'hôpital, la dimension service est extrêmement importante. Donc, il y avait aussi essayer de comprendre ce qu'était un service de manière générale dans les services de santé, dans les services de soins aux personnes âgées. Donc voilà, donc la première chose, c'était dans les services aux personnes âgées, bien distinguer ce qui relevait de l'innovation technologique, ce qu'on a vu ce matin, de ce qui relevait de tout ce qui était aujourd'hui service par rapport à la prise en charge de la dépendance. Comme vous savez tous, on l'a entendu ce matin, la population, c'est dramatique, c'est dramatique, et ça va être de plus en plus dramatique au niveau des personnes âgées, puisque le baby boom va devenir le papy boom dans les années à venir. Donc là, on est déjà à un taux, je crois que c'est 1/3 des plus de 65 ans de la population totale, et ce taux va croître, mais de manière à taux croissant.
Donc 2020, 2030, 2050, ça va être une croissance même exponentielle. Et les plus de 85 ans, qui sont peu nombreux aujourd'hui, représenteront plus de 4 millions. Et donc ce sont surtout ces personnes-là qui posent un problème, cette prise en charge de la dépendance. Donc, l'État s'en est préoccupé. Donc, je vais vous citer, je ne vais pas entrer dans le détail de ce que c'est que l'économie des services, hein, les différents types d'innovation, mais je vais vous donner donc une préoccupation majeure de l'État, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la prise en compte de l'État ce matin, et par rapport à cette loi de 2014, il y a quand même eu des actions qui ont été mises en œuvre, et je vais vous donner une action qui est forte, c'est l'action tout simplement, enfin, tout le monde a entendu parler de la Silver Economy. La Silver Economy qui date donc de 2014, donc l'économie, ce qu'on appelle l'économie du vieillissement. Montebourg, lui, avait vu ça comme un marché gris, hein, marché où il y allait avoir des créations d'emplois, puisqu'il y avait un taux de chômage important. Mais cette Silver Valley, l'objectif, c'était de rassembler dans un campus tout un ensemble d'entreprises qui vont mettre en place des nouveaux produits, des nouveaux services pour les personnes âgées. Donc c'est ce qui s'est fait, donc c'est une centaine d'entreprises et donc là toute la question a été comment prendre en charge la dépendance, en sachant que, mais ça je l'ai entendu ce matin, il est évident que les personnes âgées veulent rester le plus longtemps chez elles. Elles ne veulent pas aller, on va, l'âge moyen dans une, enfin on ne parle plus de maison de retraite, hein, on parle d'EHPAD, mais avant les EHPAD, les établissements, les EHPAD c'est pour les dépendants, les résidences autonomes, on y entre à partir de 72-75 ans. Et les EHPAD c'est un peu plus tard, avec une durée de vie quand même qui est très courte, 2 à 4 ans. Voilà. Donc voilà. Donc cette Silver Valley. Donc on a énormément d'entreprises qui sont là. Il y en a plus d'une centaine. Et leur objectif, c'est non pas de travailler principalement sur ces établissements, mais de travailler sur la mise en œuvre de la création de nouveaux produits, services destinés aux personnes qui veulent rester chez elles. Donc il y a une entreprise, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Bluenea, voilà, qui par exemple fait tout. Ce qui est une start-up qui a vraiment grandi, hein, qui est leader au niveau français et qui commence à avoir une assise internationale. Et son objectif, c'est de permettre aux ménages, aux personnes âgées, de rester le plus longtemps chez elles. Donc, le plus longtemps chez elles, donc avec des capteurs, des téléphones, etc. À savoir qu'elles sont tout le temps accompagnées, 24 heures sur 24, parce qu'il y a une plateforme et il y a des services à côté. Le téléphone à une touche. Par exemple, tout à l'heure, on me disait, la nuit, la personne a peur de sortir de son lit pour aller je ne sais pas où. Il y a des signaux lumineux, des cheminements lumineux qui vont lui permettre d'y aller. Donc ça, cette entreprise a mis en place ça, des bracelets en cas de chute. La personne est automatiquement en interconnexion et tout cela pour un montant de 19 euros, 20 euros par mois. Donc ça, c'est un exemple qui montre que on fait tout pour que la personne reste le plus longtemps chez elle. Parce que la dépendance, j'aurais pas le temps d'en parler, mais par exemple au niveau des EHPAD, c'est extrêmement coûteux. Il y a comment on appelle ça, le restant à charge pour les personnes âgées est extrêmement élevé. La moyenne, c'est à peu près 1 700 à 1 800 euros. Et les personnes âgées aujourd'hui, certaines, comme je le disais ce matin, ont épargné, donc peuvent se permettre d'y aller. Mais les générations là, du baby-boom et celles qui vont arriver, l'épargne, elles ne connaissent pas. Donc la question, comment vont-elles faire pour aller dans ce type d'EHPAD si aucun moyen n'est mis en œuvre? Enfin, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a un rôle crucial de la part des pouvoirs publics si elles veulent aider. Parce que par exemple pour la Silver Valley, pour ces 150 entreprises qui ont mis en place des nouveaux produits-services, mais vraiment innovants, je n'ai pas le temps de les citer, même y compris tout à l'heure on a une petite critique, mais par exemple au Japon ça marche du tonnerre, mais en France ça commence à se développer, les petits robots. Ça a été mis en place par un chercheur français dans une start-up, Messonnier. Donc il y a le robot, c'est pas le grand, c'est le tout petit, avec intelligence artificielle, qui permettent aux personnes de ne pas être seules. Le problème, donc en France, il y a encore un problème ça marche dans les hôpitaux pour les enfants. Au niveau des personnes âgées, il y a un problème. Alors là, le problème, c'est pas un problème économique, c'est un problème économique au sens où et c'est le problème de beaucoup de pays où on a encore une conception fortement technologique, à savoir qu'on crée des nouveaux produits, mais l'acceptation technologique, la manière dont on va utiliser ces nouveaux produits-services,
il y a un problème. Parce que comme on parlait ce matin d'environnement, il y a l'environnement technologique, il y a l'environnement institutionnel, l'État, les entreprises, etc. Puis après, l'environnement humain. Et le problème, c'est que les trois ne sont pas interconnectés. Et ce qui fait que, aujourd'hui, on a des personnes qui pourraient pouvoir avoir accès à ces moyens, mais elles ne les utilisent pas parce que tout simplement, c'est trop compliqué et qu'il n'y a pas de personnel pour les former. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je pourrais également citer comme exemple, c'est les entreprises qui ont par exemple développé, pour rester, parce que là je suis toujours dans l'optique, l'État veut réduire quand même, parce que dans la dépendance, il y a le coût de l'hospitalisation, mais il y a tout le reste à côté. Et ça, pour l'État, ils se rendent compte que de plus en plus, le coût des soins, etc., c'est en croissance constante depuis un certain nombre d'années. Et donc, conclusion, comment faire pour réduire ces coûts de soins? L'idée, c'est d'essayer quand même de réduire le nombre aussi en EHPAD, en sachant qu'ils vont augmenter. Donc, par exemple, il y a... C'est-à-dire de réduire la croissance, être dans une perspective de croissance, mais au lieu qu'elle soit verticale, d'essayer d'un peu l'horizontaliser. De réduire le coût des soins avec d'autres processus et d'autres moyens que la mise en situation. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des gens qui sont en EHPAD, ils sont obligés d'en sortir, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et vous le savez peut-être aussi, parce qu'il y a la grève des aides-soignants dans les hôpitaux aujourd'hui. Si vous êtes allé dans les services de gériatrie, vous avez des personnes qui sont là, qui n'ont rien à y faire. Mais tout simplement parce qu'on ne sait pas où les mettre. Les services de gériatrie, c'est un vrai problème dans les hôpitaux. Plus de la moitié des patients sont des patients qui devraient être dans des situations, dans des structures qui ne sont pas des EHPAD. Malheureusement, les moyens financiers ne suivent pas. Autre exemple, donc ça c'est la première innovation, mais il y en a d'autres au niveau des moyens technologiques. Mais quand je dis moyens technologiques, mais qui doivent être accompagnés d'innovations sociales, à savoir... un accompagnement en termes de ressources, en termes de formation. À savoir qu'il faut former, y compris les aidants, à pouvoir utiliser ce type de moyens. Et ça, on ne l'a pas encore. Parce que la formation, ça a un coût. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois derrière, c'est l'État. Maintenant, je voudrais vous parler aussi d'un exemple par rapport à... ce matin, on a parlé beaucoup d'habitat. Pour relier à l'innovation, un exemple que moi que je trouve particulièrement intéressant, pour certains vous l'avez peut-être entendu parler, c'est Humanicité en région Hauts-de-France. Je viens de la région de France. Humanicité, c'est un territoire. Parce que ce matin on parlait. Alors maintenant on dit Hauts-de-France, on a longtemps dit Nord-Pas-de-Calais. Comme vous voulez. Ouais. Moi j'aime bien Nord-Pas-de-Calais. Je suis disciplinée. On dit Hauts-de-France maintenant. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux, mais bon voilà. Oui. Et donc là, on a un super complexe. C'est vraiment une innovation sociale qui est ancrée dans un territoire. Ce matin, on parlait de... Le monsieur est peut-être parti, le monsieur de Eiffage, où il parlait de nouveaux écoquartiers. La question que je me suis posée, que je ne vais pas poser, c'est, mais dans tout cela, qui va y aller? Qui va y aller? Voilà. Pour qui on fait cet écoquartier? Voilà. Derrière tout ça, il y a la question financière. Et puis, que deviennent donc tous ces gens qui ne vont pas pouvoir aller dans ces superbes écoquartiers? Ce n'est pas une critique, mais c'est vraiment une vraie question. Et je vous pose la question parce que, par exemple, Humanicité, et depuis Humanicité, je vous le cite parce qu'il est en train de se dupliquer dans d'autres régions. Il a obtenu des prix au niveau international. Il a obtenu un prix du ministère de l'Environnement. En fait, c'est parti d'un terrain vague de 15 hectares. Près d'un centre hospitalier qui est un centre hospitalier catholique. Ce terrain appartenait à une université catholique. Et la présidente a décidé un jour de allier le bien-être aux problèmes de dépendance, aux problèmes de vieillissement et aux situations intergénérationnelles. Et dans cet écoquartier, elle a créé différents types d'établissements, des EHPAD. Elle a créé, on entend aujourd'hui un petit peu parler, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des résidences seniors happy. Alors les résidences seniors happy, d'une certaine manière, vous anticipez votre départ. Vous avez une maison, vous ne pouvez plus vivre en maison, ou alors vous savez que ça va arriver. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez louer dans cette résidence happy, on appelle ça une résidence happy, vous payez un loyer, avec tous les moyens technologiques, une surveillance 24 heures sur 24, des repas, une vie conviviale, parce que c'est comme tout à l'heure, on en parlait ce matin, avec un écoquartier, des gens de différentes générations, et
la maison que vous avez, vous pouvez, donc les loyers varient, parce que vous payez un loyer évidemment, hein, de 600 pour un studio à 1400 pour un T3. Et l'avantage, c'est que vous pouvez garder votre maison que vous louez. Et donc, ces résidences seniors sont aujourd'hui mises en œuvre et organisées à travers on n'en a pas beaucoup parlé, des partenariats. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va beaucoup fonctionner, c'est les partenariats publics-privés. Aujourd'hui, si on veut s'en sortir au niveau de la dépendance, si on veut s'en sortir au niveau de la mise en œuvre de nouveaux produits-services, on ne pourra pas se contenter uniquement du public. Ce sont les partenariats publics-privés qui sauveront ces situations-là. Et donc, ce cas d'humanicité, c'est ça, c'est un partenariat public-privé. Donc, ces résidences Happy, elles sont complètes, hein. Parce que les gens, ils ont leur appartement, donc ils vivent comme chez eux, mais ils ont une assistance 24 heures sur 24 quand ils en ont besoin, et ils peuvent louer leur maison. Et mais gros, là, vous l'avez dit vous-même, c'est une opération qui a été menée sur la base de terrains appartenant à l'université catholique à Lille. Et ensuite, de Lille. Vous parlez de Lille. Oui, donc, si je me trompe pas, parce que je connais bien la ville de Lille. À Capinghem. Parce qu'on est relativement dans le centre-ville. Non, c'est pas le centre, c'est en dehors. C'est Lille, mais en fait, c'est Capinghem. D'accord. L'université catholique est à Lille. C'est Capinghem, et c'est là où se trouve le grand hôpital catholique Saint-Philibert. Et la mairie, la région ont trouvé cette idée extrêmement intéressante. Et ça a été créé en 2005. Et donc ces résidences, elles permettent à ces personnes d'avoir une vie sociale, de bien vieillir. Et à côté de cela, vous avez des EHPAD pour les personnes qui sont dépendantes. Donc l'idée, en fait, c'est de... Comment dire ça? Parce qu'on parle d'une offre continue en fait chez les personnes âgées. Et le problème, c'est que cette offre, en réalité, elle n'est pas continue. Et donc, l'idée de cette humanicité, c'est de structurer une offre. À savoir, on part d'une situation indépendante, cette résidence Happy Senior où je vis de manière complètement autonome, j'ai mon appartement, j'achète mes meubles, mais je suis quand même accompagnée. Et quand je vais plus bien, juste à côté. Voilà. Finalement, mais pas très loin. Le problème des personnes âgées aujourd'hui, c'est qu'elles sont complètement perdues. Du jour au lendemain, elles ne peuvent plus rester à la maison. Et puis on les envoie fort loin de chez elles. Et donc aujourd'hui, et ça c'est aussi une partie partenariat public-privé. D'accord. Et donc l'idée, et ça c'est un vrai problème, c'est structurer l'offre structurer l'offre du parcours de la personne âgée. Et ça, c'est pas encore travaillé. Et donc, vous avez ça. Et à côté, dans cette humanicité, vous avez donc l'hôpital qui se trouve à côté, vous avez l'EHPAD, vous avez aussi une école d'infirmières qui s'est implantée là. Vous avez ce qui va amener une mixité au niveau des âges, puisque vous allez avoir des jeunes l'intergénération. L'écoquartier, ce matin, on entendait parler, mais moi, pour moi, ça, c'est pour les gens normaux, quoi. Là, l'idée, c'est que c'est bien vieillir ensemble, mais bien vieillir ensemble, mais aussi avec des jeunes, parce que, et EFAGE est concerné d'ailleurs, on a créé des îlots, il y a des îlots, il y a des appartements privés qu'on achète, et il y a aussi social. Et ces gens-là, dans cet îlot de 13 hectares, sont amenés à vivre ensemble. Il y a des activités. Des services. Voilà. Et donc ça aussi, c'est un exemple d'innovation qui est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Dominique Majou qu'est-ce qu'il en pense de cette idée, justement, puisque vous êtes... ce concept. Voilà. Donc, vous D'accord. Monsieur Majou, vous qui êtes à la tête, vous dirigez un ensemble de 8000 logements dans l'agglomération de Nantes, qu'est-ce que ça vous inspire quand on vous décrit ce genre de projet? Il y a un certain nombre d'expériences qui n'ont pas le même nom, qui existent un petit peu partout sur les territoires. Alors, sur l'accompagnement au vieillissement, il y a un marché privé qui s'est lancé sur les catégories sociales avec les niveaux de ressources les plus élevés. Ce marché est déjà encombré. À plus de 3 000 € par mois, vous avez une offre pléthorique avec les grands groupes immobiliers privés qui se sont positionnés sur ce marché. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est à la fois sur les publics à précarité de ressources, donc niveau minimum vieillesse pour prendre un seuil où là, on est à 800-850 € par mois de ressources. Et là, on est dans une autre catégorie. Et puis, il y a le public intermédiaire qui est aussi entre les deux, où on n'a encore pas beaucoup d'expérimentation. Il y en a, mais elles sont limitées. Alors, dans votre région, il y a des béguinages. Voilà, alors il y a des béguinages qui ont été lancés par une société du groupe Arcade Vive qui s'appelle Norevi.
Voilà, alors il y a des expériences, mais on n'est pas aujourd'hui dans l'industrialisation. C'est ça le cap qu'il faut franchir aujourd'hui. Il faut industrialiser ces solutions. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens, à savoir pouvoir les rendre disponibles sur l'ensemble des territoires, en les adaptant, parce que les réalités urbaines, celles de Lille ou celles de Nantes, ne sont pas les réalités du territoire plus rural. Et il faut répondre aux différentes catégories de population. Il y a un grand mouvement qui est lancé sur le sujet, et ça va me permettre de placer Arcade Vive, qui est une nouvelle création qui relie un bailleur social et le groupe Vive, qu'un certain nombre connaissent dans cette salle, qui ont décidé de s'allier sur la question de la santé et de l'habitat, et d'avoir la prétention de faire un habitat santé, qui inclut bien sûr le vieillissement comme élément structurant de la démarche. Et nous sommes en cours d'élaboration, alors à la fois de lobbying auprès des pouvoirs publics pour assouplir les réglementations liées à ces dispositifs, parce que la question du lien entre l'habitat et le service est très complexe d'un strict point de vue juridique. Il y a notamment un décret qui s'appelle le décret charge, qui dit ce que le locataire doit payer comme charge en plus de son loyer, et notamment tous les services que l'on met à disposition ne sont pas inclus aujourd'hui. Et il y a des évolutions que la loi SV a malheureusement loupées. Elle aurait pu réglementairement faire évoluer le dispositif. Ne sont pas inclus dans le calcul des charges. Voilà, ne sont pas inclus et ne peuvent pas être quittancés de façon obligatoire. D'accord. Et donc ne bénéficient on a pas un vrai d'aide. problème de ce côté-là. Alors, il y a un mouvement et il va prendre en compte progressivement cette dimension que Madame évoquait, du vieillissement dans des domiciles. Alors, il y a le domicile historique, et certains d'entre nous vieilliront dans leur domicile historique, tant mieux. Et là, c'est le travail de l'adaptation du domicile à la situation de la personne. Il y a des axes à développer de ce côté-là. Et puis, il y a l'évolution vers un des domiciles que moi j'appelle intermédiaires, c'est-à-dire entre le domicile historique, on va dire le pavillon avec le jardin pour faire simple, et avant de rentrer dans l'EHPAD, qui sera une solution de plus en plus médicale. L'EHPAD est aujourd'hui classé dans le champ du médico-social. C'est de fait un outil sanitaire aujourd'hui. Et donc on n'est plus tout à fait dans le même monde entre l'accompagnement social et la question du sanitaire. Donc il faut qu'on ait d'autres solutions de logements intermédiaires qui sont en train de se fabriquer. Alors c'est éloigné à la fois du sujet de la sécurité dans le bâtiment, et c'est en même temps dedans, parce qu'il faut connecter, et mon métier de bailleur social m'amène à connecter plein d'éléments qui ont été évoqués ce matin. Je suis maître d'ouvrage, je construis. Donc je dois respecter les normes, je dois mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité des occupants par rapport à l'ensemble des problématiques. Mais je suis aussi propriétaire d'un parc qui a 28 ans de moyenne d'âge. Donc déjà la sécurité dans un parc qui a 28 ans, ce qui veut dire que j'ai des immeubles qui ont 50 ans. Je disais à quelques-uns, j'ai un immeuble IGH qui a été construit avant la réglementation IGH. Donc ça, c'est un sport assez sympathique de se mettre au niveau d'une norme, alors que structurellement, par exemple, mes largeurs d'escalier de secours ne sont pas aux normes IGH. C'est impossible techniquement d'élargir un escalier sur un immeuble qui fait 30 étages. Donc on est obligé de trouver des solutions de compromis, des compensations, comme disait monsieur ce matin, pour ne pas être à la norme, mais quand même traiter la question. Et donc, on le met à l'extérieur ? Pardon ? On le met à l'extérieur ? Non, on crée des dispositifs de substitution qui vont permettre, je dirais, en cas d'incendie, de permettre une évacuation avec une largeur qui n'est pas strictement conforme à la norme. D'accord. Donc on améliore le service, on a des niveaux de porte-coupe-feu qui sont supérieurs en qualité à ce que la norme nous impose. C'est une mesure de compensation qui nous a été imposée. Donc ça, c'est la réalité du bâtiment. Et puis j'ai des gens avec l'usage que les gens font du bâtiment. Et c'est mon principal problème, parce que la norme est adaptée à un usage conforme. Or, alors, en particulier dans le logement social, la conformité à la norme est une chose éloignée de la préoccupation de beaucoup de mes habitants. C'est la réalité sociale. J'ai des personnes qui sont en situation psychiatrique difficile. J'ai des immeubles dans des quartiers avec une économie souterraine assez développée. Donc tout ça fait que quand on confronte ces réalités à la norme de sécurité, on est effectivement très éloigné. J'ai des détecteurs de fumée dans des cages d'escalier où j'ai du trafic. Ben, croyez-moi, les détecteurs de fumée, ils ont une durée de vie qui est de l'ordre de 24 heures à peu près. C'est à peu près ça. C'est déjà bien. La caméra dure parfois 2 jours. C'est exceptionnel quand c'est comme ça. Donc on est obligé à la fois de trouver des solutions, de contourner les
principaux moyens, parce que monsieur me disait, vous n'êtes pas optimiste, monsieur Majou, quand vous me parlez de tout ça. C'est vrai que c'est difficile. La réalité, elle est sur l'information, la prévention, c'est-à-dire quand on traite de l'humain, c'est la question de la proximité qui pour nous est essentielle. On arrive à encadrer, à réguler, à pondérer ces phénomènes, on ne les traite pas. Mais par exemple, j'ai des équipes de médiateurs dans mes quartiers les plus difficiles. Eh bien, dans ces quartiers, par comparaison, ou ceux où j'en ai moins, j'ai un taux de dégradation technique, par exemple, qui touche les questions de sécurité, qui est beaucoup moins important. Donc, il faut investir dans la proximité. Mais comme le législateur a été très favorable avec nous dans le cadre de la dernière loi Elan et nous a à peu près prélevé 7% de notre chiffre d'affaires, ce qui est quand même quelque chose d'assez significatif, on est confronté aujourd'hui à des vrais choix entre où est-ce que j'investis pour respecter les règles, les normes, etc. Où est-ce que je mets de l'argent sur la proximité pour faire en sorte que la vie sociale de ces personnes, à la fois ne dérive pas sur les questions basiques du régalien, de la sécurité physique, incendie, etc., mais en même temps crée des conditions de vie acceptables pour ceux qui sont là-dedans. Donc c'est la richesse de mon métier, d'essayer de trouver ces compromis. Et je le résumerai en un mot. Certains matins dans mon bureau, ma décision, ça va être d'expulser une famille. Ben, croyez-moi, ce n'est pas une décision facile à prendre. Et l'après-midi, j'ai les gens de chez FH qui vont venir me vendre une solution technique superbe pour construire. Pourtant, ça libère un logement. Oui, c'est une manière positive de voir les choses. Mais derrière, moi, je me préoccupe de la réalité humaine. C'est-à-dire, quand j'expulse quelqu'un, c'est qui le quelqu'un? C'est une famille? Il y a des enfants? Qu'est-ce qu'ils deviennent demain matin? C'est quand même ma responsabilité. Et puis de l'autre côté, il y a FH qui vient me vendre des solutions techniques géniales. Il me dit, monsieur Majou, au lieu que ça vous coûte 2500 € du mètre carré, ça va vous coûter 2800 €, mais c'est pas très grave. Vous avez bien trouvé des solutions. Voilà ce qu'est la vie d'un bailleur social. Sauf que social. derrière, il faudra récupérer cet investissement dans les loyers, puisque qui dit coût de construction plus élevé, dit forcément loyer plus élevé pas derrière. Dans le logement social, puisqu'on est plafonné par les réglementations. Mais par contre, on a une contrainte qui a été peu évoquée, qui est la durée de vie d'un bâtiment. Notre grande difficulté, c'est quand je décide un investissement de 10 millions, j'en prends pour 40 ans d'emprunt. Alors, je suis tranquille, je ne serai pas là dans 40 ans pour vérifier que l'emprunt a été remboursé. Mais le bâtiment, il va vivre 40 ans. C'est très compliqué. Alors, par rapport aux normes techniques, quelles seront les normes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Quels seront les besoins d'usage dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est compliqué à mesurer. Et pourtant, j'aurai toujours des emprunts à rembourser sur cet élément. Donc, on trouve des compromis, on trouve des solutions. Les normes techniques nous aident à évoluer. Les bâtiments sont de plus en plus transférables. On l'évoquait ce matin, on arrive à transformer des bureaux en logements, des logements en bureaux quand ça peut être utile. Et on essaye, autant que faire se peut, on a fait une expérience de superposer sur un même immeuble 2 plans d'usage. C'est-à-dire, vous me faites un immeuble où vous mettez des logements familiaux, par exemple, et puis vous me la transformez demain en résidence étudiante, parce que ça sera le besoin du quartier. Et donc, on a demandé à l'architecte de faire 2 plans, c'est-à-dire avoir toute une structure qui lui permette de recloisonner, de recomposer. Alors, bien sûr, ça nous coûtera de l'argent si on fait la transformation, mais pas sur la structure. Tout aura été conçu pour. Alors ça, on le fait en test de temps en temps. On ne peut pas le faire de façon industrielle. C'est un problème de moyens. J'étais trop long, probablement. Non, pas du tout. C'est très intéressant. On va demander maintenant à Madame Gaudin, Guylaine Gaudin, puisque vous êtes là pour la SMAC. Donc vous avez une approche plus assurantielle, mais en même temps, vous m'expliquez aussi que le facteur humain, justement, n'est jamais complètement étranger à vos préoccupations, et notamment en termes d'anticipation. Voilà, donc, alors je m'occupe plus de l'assurance du patrimoine et pas forcément de l'assurance de personnes, mais le souci qu'on va avoir, nous, assureurs, c'est lorsqu'il arrive quelque chose, c'est la continuité déjà pour les collectivités de la poursuite du service public. Et nous assurons des bailleurs sociaux et voilà, s'il arrive quelque chose, un incendie dans un bâtiment, dans un immeuble, qu'il soit aux normes aujourd'hui ou aux normes d'avant, eh bien, il va falloir s'occuper du relogement des familles pour savoir ce qu'il en est. L'assureur aujourd'hui ne peut plus faire que de l'assurance. Il doit étendre son offre déjà sur les bâtiments en amont, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne un assuré aujourd'hui, que ce soit une collectivité, une association, un bailleur social, un particulier aussi. Et comment est-ce qu'on peut l'accompagner voilà, vous disiez très justement, Monsieur Majou,
eh bien, il y a des bâtiments aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en faire Voilà. Donc, aujourd'hui, l'assureur, il se doit d'avoir des solutions à proposer sur des systèmes. Voilà. Est-ce que économiquement, ce bâtiment, dans une collectivité ou dans un parc HLM, est-ce que économiquement, c'est viable à combien de temps et qu'est-ce qu'on peut faire Nous accompagnons nos offres aujourd'hui. Dans le cadre d'appel d'offres, nous accompagnons nos offres de solutions pour anticiper tout cela. Nous assurons des bâtiments très très variés, puisque nous pouvons assurer des bâtiments technologiquement très à la pointe, et également à l'inverse des bâtiments qui sont des monuments historiques. Voilà. Donc il faut savoir, en tant qu'assureur, jongler entre tout ce panel de bâtiments que nous avons. Et aujourd'hui, avec les équipes de prévention, donc certains sont ici, eh bien, on va voir en amont pour la préservation du bâtiment, mais aussi pour la préservation de la population. S'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Et en amont, souvent de notre cahier des charges, eh bien, on peut prévoir avec le sociétaire des solutions d'accompagnement. Alors, si on ne peut pas les faire avant le début du marché, eh bien, on peut les faire en cours de marché pour qu'on puisse accompagner Est-ce que vos clients, vos assurés sont demandeurs de ce type de conseils, ou ils ont plutôt tendance à se dire mais là on n'est pas dans le domaine traditionnel de l'assurance? Non, ils sont demandeurs parce que justement ils savent, ils connaissent le problème au quotidien. On voit, M. Majou le disait, ils connaissent les problèmes au quotidien, mais ils ne savent pas forcément vers qui aller. Et donc l'assureur aujourd'hui, il doit être là aussi pour les accompagner et pas forcément être là, il y a un incendie, il y a quelque chose qui se passe, donc on intervient. Il y a vraiment toute cette partie d'accompagnement qui est indispensable pour les Vous assureurs. En espérez un gain économique à terme? Eh bien, un gain économique, le fait de pouvoir intervenir avant les événements, avant un incident. Alors on a parlé d'incendie, mais on peut parler de catastrophes naturelles, d'inondations, que ce soit des EHPAD, etc. Eh bien, on va avoir une meilleure connaissance du risque en amont. On peut travailler avec le sociétaire sur des solutions à mettre en place, en termes de prévention aussi, qui va faire que, voilà, si quelque chose arrive, eh bien, on saura, on aura une bonne connaissance du risque et le sociétaire aura des solutions aussi immédiatement et ne se retrouvera pas complètement démuni au moment où ça se passe. Voilà. Merci. Donc Anne-Sophie Mézeret, vous êtes chargée des projets d'innovation à IMA, dont on disait ce matin que ce n'était pas seulement de l'assistance au bord de la route pour les gens qui ont le moteur cassé. Oui. Et vous avez vu et vous avez connaissance d'un certain nombre d'expérimentations, aussi bien en France qu'à l'international, notamment pour des bonnes pratiques pour le maintien à domicile. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Je suis un peu comme ma collègue, le terme de maintien à domicile ne me convient pas trop, mais en fait ce qui nous intéresse, c'est de permettre aux sociétaires, quel que soit leur âge ou leur handicap, de rester vivre à domicile. Et pour ce faire, on a plusieurs solutions. Ma collègue ce matin vous a parlé de solutions plutôt orientées ergothérapie. Nous, de notre côté, à IMALAB, on est plutôt sur des solutions innovantes, des solutions d'objets connectés. On va doter ou la personne ou son logement de capteurs, par exemple, mais aussi de chemins lumineux ou autres, qui vont nous donner des informations sur la vie à l'intérieur du domicile. Et ça, c'est une demande qui est importante parce que, les personnes âgées veulent rester à domicile, c'est moins cher, et surtout, elles sont plus libres. Elles font ce qu'elles veulent, elles mangent à l'heure qu'elles veulent, elles mangent ce qu'elles veulent. Ou elles ne mangent pas. Ou elles ne mangent pas, mais je vais y revenir. En revanche, les enfants, ils sont à une certaine distance. Ils peuvent s'inquiéter pour leurs parents. Le fait de vivre seul à domicile, parfois, on est coupé de lien social, on ne voit plus personne. Éventuellement, on ne se nourrit plus. Enfin, plusieurs déviances peuvent apparaître. Et les capteurs qu'on peut éventuellement, qu'on a expérimentés à domicile, permettent de donner des informations fiables sur ce que vit la personne à domicile et rassurer l'aidant qui est à 300 km. Donc l'aidant peut savoir que tiens, maman s'est levée, elle est bien passée à la salle de bain, elle a ouvert son frigo. Donc voilà, je suis rassurée. Ce système nous permet
de rassurer la personne à court terme. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. De calculer si l'algorithme est bien fait des tendances. Donc, on va pouvoir... Bon, en fait, on travaille sur plusieurs sujets, mais si les capteurs sont bien positionnés en fonction de la problématique, on va pouvoir déceler les tendances et on va pouvoir se dire, là, maman, avant, elle sortait une fois par jour, voire deux. Là, elle sort plus. Alors certes, peut-être qu'il fait moins 10 dehors ou plus 40, mais non, c'est pas normal. Faut que je mette quelque chose en place, faut que j'aille la voir, faut que je lui téléphone plus souvent. Il faut que je prenne en charge quelque chose, que je mette en place quelque chose. Et du coup, ces capteurs, ils donnent une information. Mais ce n'est qu'un outil. L'essentiel, c'est l'humain qu'on va mettre derrière. Le capteur en lui-même, il ne va pas solutionner la crise, il ne va pas solutionner le problème. Il va juste nous alerter sur une situation qui émerge, qui prend corps, qui pourrait arriver à une dégradation, qui pourrait, aller jusqu'à une dégradation de la personne. Voilà. La personne, elle n'est pas forcément consciente de ce qu'elle vit. Elle ne veut pas forcément inquiéter son entourage. Donc elle va pas forcément parler. Le capteur, lui, il n'a pas de morale, il va dire oui, non, oui, non, oui, non. Donc voilà. Alors tout dépend bien sûr de l'algorithme, il faut qu'il soit correctement conçu. Ce qui fait que finalement, on s'est rendu compte au fur et à mesure des expérimentations que nous faisions, que ces capteurs, d'abord, ils étaient curieusement très bien tolérés par les personnes âgées. À partir alors jusqu'à 60 ans, c'était 60, 70 ans, c'était compliqué. Mais les dernières expérimentations que j'ai faites, les gens avaient l'impression d'être non pas surveillés, mais qu'on voyait ce qu'ils faisaient. On voit rien du tout, bien évidemment. Hein, c'est juste des données qui nous sont transmises. Et les gens me disaient qu'ils étaient rassurés par le fait que quelqu'un, ils savent pas qui, ils n'ont pas besoin de savoir qui, savent qu'ils vont bien ou qu'ils vont pas bien. À partir de, 80, 85 ans, c'est rassurant. De l'autre côté, les enfants ont besoin d'avoir des données hyper agrégées. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'à 10h12, leur mère est allée aux toilettes, qu'à 10h30, elle est allée dans la salle de bain, que voilà, ça les intéresse absolument pas. Donc il faut agréger les données pour les aidants, mais les récolter le plus précisément possible au niveau des aidés. Ça a fait l'objet de tests, ça. La question de l'acceptabilité, bon, c'est vrai qu'elle est un peu dans la société d'aujourd'hui, malgré tout. On le voit avec les mots ont leur importance. On ne parle plus de vidéosurveillance, on parle de vidéoprotection. Il y a une assez bonne acceptabilité, en réalité. Alors... Je vous dis, à partir d'un certain âge, quand la personne est... En fait, je pense que quand la personne commence à sentir qu'elle a des faiblesses, là, elle accepte beaucoup plus facilement ce genre de choses. Il est vrai qu'on cherche on cherche systématiquement à avoir des dispositifs très discrets, de façon à ce que la personne les oublie et ne se sente pas du tout espionnée. C'est pas du tout le but de l'opération. On a également remarqué, je vois que c'est vous qui parliez d'éducation ou il faut informer les aidants. Parce que les aidants, ils sont très très contents d'avoir une application qui leur dit que, leur mère est sortie 2 heures dans la journée ou 2h15, c'est bien, c'est formidable. Mais la restitution à la personne âgée, elle doit être très contrôlée, parce que ça dégage plein d'inquiétudes et ça dégage plein d'inquiétude, on va dire, oui, pour la personne âgée. Donc ça, on s'en était pas rendu compte au début, mais il va falloir éduquer les aidants à l'utilisation des données et à la restitution des données envers leurs parents. Ça peut apparaître comme une contrainte quelque part. Si on sait, c'est comme les gens qui ont des applications de footing sur leur téléphone. Bien sûr, on voit son parcours, on voit la vitesse moyenne, on voit même le dénivelé, on voit la longueur parcourue, l'heure de départ, l'heure d'arrivée. À tel point que des soldats français qui faisaient des footings à l'étranger, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, on s'est rendu compte que certains militaires en OPEX faisaient du footing et des gens mal intentionnés pouvaient voir leur parcours sur Internet.
Donc il y a quand même des problèmes de sécurité. Mais là, là on se retrouve... c'est à double tranchant, finalement. C'est ce que vous dites vous-même. Les gens apprécient quelque part cette surveillance qui n'en est pas une, et en même temps... Alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on veille sur eux plutôt qu'on les surveille. Hein. Oui. C'est pas de bon. Pour revenir à C'est le votre même exemple, radical. oui. Pour en revenir à votre exemple sur les militaires en opération extérieure, on est très contraint en ce qui concerne la santé. On est évidemment sur des serveurs, sur des hébergeurs de santé agréés. Enfin, on met pas Oui, j'imagine avec que des de toute données façon, tout ça anonymisées. donne lieu à des déclarations à la CNIL, etc. Bien sûr. On fait pas n'importe quoi avec les gens, avec la vie privée des gens. Voilà, quand même pas. Donc, je ne sais plus quelle était votre question. Excusez-moi. L'acceptabilité, c'est-à-dire Écoutez, oui, on est pour tout en oui, étant voilà. un peu Parce inquiet, que finalement. les gens, à partir d'un certain âge, et quand ils deviennent fragiles et qu'ils en ont conscience, ils apprécient qu'on veille sur eux. Et Voilà. encore Et une vous fois, disiez vous-même que dans la restitution, voilà. vous avez parlé d'agrégation des résultats, si Oui, je ne me suis pas trompé. Voilà, on est obligé d'agréger considérablement les données, et au lieu de dire chronologiquement à tel moment, à telle heure précisément, à telle minute, la personne a fait ci et ça, maintenant on agrège, c'est-à-dire qu'on dit elle a passé 1 heure dans sa cuisine, sous-entendu elle a au moins déjeuné, dîné, probablement, elle a passé 8 heures dans sa chambre, peut-être 8 heures dans son lit, enfin voilà, pour que ce soit moins difficile à vivre pour les enfants, parce que ça a été une remarque très nette dans les premières expérimentations, où ils disaient non, j'en sais trop, je veux pas tout savoir sur ma mère, ça me... C'est ça, ouais, il y a un petit côté C'était un intrusif petit peu quand même. un petit intrusi. Madame Djellal, vous vouliez réagir, je crois. Si je peux. Allez-y, oui, bien Non, sûr. c'est juste une petite question. Au-delà de donner l'information, rassurer le milieu familial, ces données, ces expérimentations, vous en faites quelque chose, vous, après qu'est-ce que vous en faites? Nous, qu'est-ce qu'on en fait pour l'instant? Pas grand-chose. Ce qu'on aimerait en faire, non, parce qu'on n'en a pas énormément. Hein, voilà. Mais à terme, si on en avait beaucoup, ce qui serait intéressant, c'est de trouver des critères d'anticipation de fragilité. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Voilà, faire de la prévention, c'est ça qui nous intéresse. Hein. Bon, nous, à notre niveau, on n'a pas assez de données, voilà, parce qu'on fait des expérimentations à petite échelle comparé à Calixis ou à d'autres. Bon, je sais pas, on est sur... c'est assez lourd, hein, donc nous, on est sur 35, 40, 50 personnes maximum. Donc, Mais si voilà. vous en aviez 10 fois plus, 100 fois plus, donc là, je comprends et je mais découvre c'est aussi le qu'il but. peut y avoir un intérêt à Mais analyser il y a ces un données intérêt, en voilà. termes de prévention. Absolument. Mais alors, absolument. comment Pour pouvoir anticiper, faire des préconisations, etc. C'est-à-dire que... À la fois en matière de santé, en matière de nouveaux produits. Je sais pas, on constate que le frigo n'est pas ouvert. On constate que le frigo n'est pas ouvert pendant, voilà, ou très peu ouvert. Bon, on peut informer les enfants ou prévenir les enfants ou proposer aux enfants des services ou des aides qui puissent, voilà, contrebalancer cet effet. Voilà. Bon, nous, on travaille surtout sur 3 des 4 causes de dépendance, hein, d'entrée en dépendance, qui sont la dénutrition, parfois, enfin, une mauvaise alimentation, souvent c'est une dénutrition, hein, les chutes bien sûr, le lien social, la dépression parce qu'on ne sort pas suffisamment. Donc systématiquement, nous, on équipe la porte d'entrée d'un capteur. Comme ça, on voit si la porte bouge. Rares sont les gens qui ouvrent leur porte comme ça, pour rien. Donc on se dit que soit quelqu'un pénètre dans le domicile, donc au moins ça fait un peu de lien social, ou bien la personne sort, c'est encore mieux. Et donc on se dit qu'elle est en meilleure forme que... Voilà. Voilà. Je voulais juste rajouter une petite chose. On s'est rendu compte, et ça on s'y attendait pas du tout, que le fait d'équiper la maison de capteurs, de donner l'information aux enfants, aux familles, changeait considérablement le rapport des enfants avec leurs parents. Les gens nous disent « Ah mais autrefois j'appelais maman et je lui disais « Mais qu'est-ce que tu as mangé à midi? Tu as bien mangé? Est-ce que tu as pris tes médicaments ?» Et c'était un peu du contrôle, la personne âgée acceptait difficilement les choses. Maintenant, en fonction de la personne, en fonction du domicile, en fonction de la problématique de la personne âgée, on équipe soit le frigo, soit le placard où il y a les médicaments d'un capteur. La famille sait donc que
qu'elle a pris ses médicaments, qu'elle a déjeuné, qu'elle a dîné, etc. Et du coup, la conversation est beaucoup plus une conversation normale d'adulte à adulte, de mère à fille, sur les sujets. Voilà. Oui, c'est-à-dire que ces informations qu'on a reçues sur son rapport d'activité, Voilà, on n'a plus besoin voilà. de sollicitation auprès de la personne en lui disant voilà. tu as bien pris ton... Non, on le sait, on est Voilà. rassuré, parce qu'en fait, ce genre de On peut passer à autre chose, Voilà, à la limite voilà. plus humain, plus Tout à fait. conversationnel. Voilà. Parce qu'en fait, ces outils sont à destination des personnes âgées parce qu'ils permettent à la personne âgée d'être sécurisée, mais en fait, ça sécurise surtout les enfants. C'est les enfants qui sont contents de savoir que leur mère s'est levée, qu'elle a été pris son petit déjeuner, qu'elle est sortie, qu'elle a vécu normalement par rapport à sa vie classique. Chacun fait les mêmes choses, mais tout le monde a son petit circuit personnel. Tout le monde me dit oh, mais vous savez, je vis comme tout le monde. Mais en fin de compte, personne ne vit pareil. Chacun a ses petites habitudes et est très habitué à faire petit 1, petit 2, petit 3, parce que voilà. Oui. Du coup, si l'algorithme, grâce à l'intelligence artificielle, a repéré que le circuit habituel est fait, pas de problème, pas d'alerte aux enfants. L'alerte ou la notification n'est envoyée que lorsqu'il y a dérogation par rapport aux habitudes. C'est-à-dire quelque part, tout le monde fait la même chose, mais pas forcément dans le même ordre. En gros, c'est ça. Après, se nourrir, dormir, se laver. Finalement, voilà. Mais là, j'ai envie de demander, parce que tout à l'heure, vous parliez d'assignation, Monsieur Bajou, et on a aussi entendu ce matin des questions où c'était dans l'étude que vous avez évoquée, les corrélations entre les sinistres et la classe sociale, pour le dire de façon un peu carrée. Donc on sent bien quand même que dans toutes ces questions, il y a aussi une dimension de revenus, une dimension sociale, une dimension culturelle. Est-ce que, par exemple, le logement social va réussir, lui, à apporter les mêmes services, à apporter les mêmes qualités de vie? Est-ce qu'il ne faut pas s'en préoccuper un peu sans être naïf? Est-ce que les pauvres aussi vont avoir droit à un peu d'humanité, un peu de... Je vais vous prendre à contre-pied. Sur un point, Allez-y. le parc social français est le mieux entretenu de tout le parc immobilier au niveau national. Pourquoi ? Parce que notre statut de bailleur collectif nous met sous le feu de la rampe de façon systématique par rapport à l'ensemble du champ réglementaire, et donc nous sommes obligés, je vais prendre un cas qu'on n'a pas évoqué, l'amiante par exemple. Eh bien, l'amiante, si vous avez un pavillon construit avant 1987, je peux vous assurer que vous avez de l'amiante chez vous. Vous ne le savez pas forcément, et vous prenez votre perceuse, messieurs, le samedi pour faire des trous, pour fixer un tableau pour madame, et il y a forcément un peu de poussière d'amiante qui s'évacue dans votre logement. Eh bien, moi, bailleur social, je ne peux pas m'autoriser cette même chose à l'intérieur de mes appartements. Moi, je suis obligé de faire des diagnostics amiante dans tous mes logements. Ceux qui ont fait un diagnostic amiante dans toutes les pièces de leur logement lèvent la main autour de cette table. Il y en a assez peu sur le sujet. Donc, quand on fait des travaux. Le parc social français, en termes de qualité technique, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Je veux pas dire ça. Vous y êtes obligé. Mais notre statut nous y oblige plus que d'autres, d'une façon globale. Donc de ce point de vue-là, il y a pas de. On est plutôt haut de gamme. Après, c'est les usages. Et les usages, c'est une question de sociologie. Alors bien sûr, le parc social réunit des personnes qui cumulent souvent toute une série de difficultés, donc qui fait que le comportement par rapport au bâti est plus déviant que la moyenne nationale. Mais vous savez, un immeuble, ça peut se pourrir avec un seul habitant qui dysfonctionne. Et on a de plus en plus d'immeubles qui sont mixtes aujourd'hui. On l'évoquait à l'occasion du projet marseillais qui était présenté ce matin. Il y a des clauses de mixité sociale dans tous les quartiers. Donc un immeuble neuf aujourd'hui, dès lors qu'il a une certaine taille en fonction des réglementations locales, a obligatoirement du logement social à l'intérieur. Donc c'est très bien, le logement social est diffusé, il est mixé, on évite les ghettos dans cet ensemble de dispositifs. Alors du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. L'assignation, est-ce que... Alors sur l'assignation, oui, j'étais sur le comportement. Alors le comportement est un peu plus déviant dans nos populations du fait de la sociologie des gens qu'on apporte, mais c'est pas, ça peut se trouver par ailleurs, d'une façon globale. Il y a un problème d'éducation, ça a été évoqué dans différents domaines. L'exemple type, on me pourrit des appartements parce qu'on bouche les VMC. Parce que la VMC, c'est perçu encore pour une population qui n'a pas été éduquée, il y a un flux d'air frais. Donc il y a un flux d'air frais, je paierai moins de chauffage en bouchant
la VMC, c'est le raisonnement qui est produit. Et quand on fait ça dans une salle de bain et qu'on met sa machine à laver, eh bien, au bout d'un an, la salle de bain elle est pourrie. Il faut la refaire complètement. Et donc ça, c'est un problème d'éducation qui est lié au niveau sociologique. Et c'est vrai qu'on l'évoquait dans d'autres domaines, mais peut-être qu'il faudrait une question de présentation de l'habitat dans les écoles, auprès des plus jeunes. On a fait quelques expériences, notamment sur les bâtiments avec des ventilations triple flux. C'est le NEC+, au niveau de la ventilation. Encore faut-il savoir se servir de ce type de technologie. Et quand on ne vous l'a pas appris, moi le premier, on m'a appris, mais avant que quelqu'un m'explique, me démontre, je ne savais pas comment devait fonctionner ce type de logement. Donc on met en place, nous, des sessions d'accompagnement de nos occupants pour l'usage du bâtiment dans ce cadre-là. En général, on ne le fait pas que sur une technique, on essaye de le faire sur différentes thématiques. On le fait sur la thématique santé, on l'a fait sur la thématique usage du logement, dans ces dimensions techniques de plus en plus, et quelques points de sécurité. Alors l'exemple type, le détecteur de fumée. Dans le logement social, notre problème, c'est la pile. La pile sert à toute autre chose qu'au détecteur de fumée, y compris si c'est le bailleur qui l'a mis. Le gamin a une Game Boy, c'est souvent il a une plus de pile 9 volts. C'est pas grave, j'en ai trouvé une, Ouais. il y en a une dans le plafond. Voilà. Alors je caricature un petit peu, mais sans doute pas. Voilà et comment les choses se terminent. Ça peut sembler surréaliste, mais il y a sans doute une réalité. Il y a une vraie réalité derrière. Et donc on a là un problème d'éducation, d'explication du pourquoi ça doit fonctionner, etc. Et c'est un travail de longue haleine. Alors nous, modestement, dans notre mission de proximité, on fait une petite part de ce travail d'information, mais on a aussi des limites. Et il y a une question culturelle par rapport à ces sujets. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu. Je vous propose maintenant peut-être de prendre les questions de la salle. Ça va être très rapide. Juste sur l'aspect innovation d'abord des habitats. L'acceptabilité, je serais moins positif que vous, je vais le dire simplement comme ça. On en rencontre encore dans nos expérimentations liées à l'usage des freins par rapport à l'équipement en capteur, qui seront bien connus des experts, mais il y en a encore. Quand effectivement on dit qu'à partir de 85 ans, on accepte le capteur, bah oui, parce que c'est ou bien l'EHPAD où tu mets les capteurs. Alors, est-ce que c'est de l'acceptabilité ou que de toute façon, la personne, elle n'a pas trop le choix. Le choix, il est vite fait, d'accord ? C'est presque de toute façon un non-choix. Et c'est pour vivre à domicile, puisque le terme de maintien, je suis d'accord avec vous, il faut l'oublier. On maintient en détention, mais pas au domicile, quoi. Voilà. Mais en tous les cas, là, c'est plus du choix, c'est plus de l'acceptation, ni de l'acceptabilité, c'est presque. Je mets quand même un bémol. Nous, c'est Voilà. des expérimentations. Des expérimentations, les gens sont systématiquement volontaires. J'arrive jamais avec une arme. Je leur dis très, très précisément, vous signez pour 6 mois, mais n'ayez crainte, si vraiment je sens ou si vous me dites que j'enlève mes capteurs, aucun problème. Bon, dans ce cadre-là, j'ai quand même eu un refus au bout de 2 jours, une dame qui soi-disant ne s'y faisait pas. En fait, on s'est rendu compte que c'était parce que il y avait des problèmes de tension, il y avait des tensions avec la famille et du coup, ça l'agaçait que sa famille. Bon. Oui, il est bien clair qu'à partir de 85 ans, vous avez certainement raison, c'est un moindre mal. Voilà. Bon, on essaye de choisir des solutions discrètes pour que ce soit moins gênant et qu'elle l'oublie. Elle nous dise qu'elle l'oublie, vrai ou pas vrai. Bon, je sais pas. Parce que l'idéal, ça serait qu'on ait un nombre important de données, parce qu'en tant que préventeur, on apprend de la multiplication de la donnée, et la détection de la chute, c'est bien si on a beaucoup de données, qu'on a appris beaucoup de ces données, et qu'en intelligence artificielle, on a pu détecter le maillon faible du comportement qui va faire qu'on pourra intervenir enfin, ce qui est aujourd'hui pas le cas. On a beaucoup de solutions qui interviennent post-chute, où on essaye de diminuer le temps du porté secours, etc. Mais nous, ce qui nous intéresserait dans l'intelligence artificielle sur l'aspect prévention, c'est d'apprendre de ces données, et pour ça, il nous faut beaucoup d'informations qu'aujourd'hui on n'a pas. Bien sûr, voilà. voilà, je suis d'accord avec vous. Bon, nous, on a la chance de participer à un projet européen qui s'appelle Activage, donc sur 8 pays, 9 sites, ça a même été élargi, on va être 12. Donc on espère récolter beaucoup de données, mais bon, je ne sais pas si ça... C'est le Graal. Voilà. Et puis j'aurais juste porté à votre
réflexion à tous d'ailleurs, parce qu'il y a un maître mot qui revient depuis le début de cette dernière table ronde entre vous, que ce soit au niveau des aidants, familiaux ou professionnels, que des usagers, c'est la formation. Et il y a un gros travail sur le champ de la personne âgée en termes de formation et de montée en compétence des personnes qui interviennent auprès des personnes âgées. Sur le terrain, je suis confrontée à ça 80% de mon temps. Et c'est la prise en et donc derrière, c'est la prise en charge de la formation. Mais si on ne forme pas l'humain autour de toutes ces technologies, on va dans le mur. Et là, aujourd'hui, le problème de la formation et de la montée en compétence de ces personnes, aussi un problème de rémunération de ces personnes. Hein. Attention, enfin, le problème en termes économiques, puisque vous êtes une spécialiste, c'est vraiment une boucle. Hein. Il y a aussi que pour gagner quoi, c'est pas très attractif aujourd'hui. Hein. Voilà. Et donc derrière, si en plus il faut se former. S'il s'agit de former des professionnels intervenant dans les foyers, il y aura les fonds dans les OPCA. Bah, écoutez, on va vous donner les dossiers à remplir. Il n'y a pas de fonds dans les OPCA? Ah, il n'y en a plus? Aujourd'hui, c'est pas suffisamment pris en charge. Hein. Ah, d'accord. Non. Il y a un vrai problème de formation des aidants. D'accord. Et je parle que des professionnels, il y a des aidants à domicile aussi. Hein, et oui. Là, il y a du travail après aussi. former les personnes elles-mêmes, effectivement. Distinguer les deux, oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a un vrai problème au niveau de... donc il y a le problème de la formation, mais aussi le problème de recrutement. Oui. Il y a énormément d'entreprises de services à la personne Qui n'arrivent pas à recruter. Moi, je fais soutenir des stages et des entreprises de services à la personne. Elles me disent qu'elles n'arrivent pas à recruter. Elles n'arrivent pas, ou alors la personne travaille 2-3 jours et elle part. Ou alors, elle choisit le type de personne. Donc, effectivement, elle choisit. Comme on choisit également chez les jeunes, un jeune couple avec 3 enfants, j'ai pas tellement envie d'y aller. Une dame de 60 ans, toute seule, je veux bien y aller. Ben, au niveau des personnes âgées, c'est pareil. Si on lui dit qu'il faut faire ça, elle refuse. Donc, c'est un problème de formation. Et il y a aussi le problème de recrutement. Et le problème de recrutement est lié derrière au problème de reconnaissance, en fait. C'est surtout ça. Et puis derrière, un peu la formation. La rémunération. Non, ça aussi, c'est un vrai problème. C'est pour ça que moi, derrière tout ça, j'ai dit le vrai problème. Les deux freins principaux sont à ce niveau-là, quoi. Frein financier, et puis derrière, à côté, les problèmes de formation, et qui sont également financiers, puisque derrière, c'est le coût de la formation. Après, on peut avoir plein de start-up qui créent des nouveaux produits-services. On peut avoir plein de... Mais effectivement, s'il n'y a pas ça derrière, voilà. C'est pour ça que je vous disais que les 3 environnements, humains, institutionnels et technologiques, étaient interconnectés, quoi. Oh, pardon. Alors, c'était une question pour la personne de la SMAC. Alors, j'ai vu qu'elle était partie. Mais comme il y a d'autres personnes de la SMAC, il y a peut-être d'autres assureurs qui pourront répondre. Dans son intervention, elle nous expliquait qu'elle faisait beaucoup d'accompagnement un petit peu en amont auprès des collectivités locales, notamment pour prévenir certaines choses. Et ma question, c'était quid en termes de tarification? Si on fait de l'accompagnement pour réduire les risques, qu'est-ce qu'on fait en termes de tarification derrière? Autrement dit, est-ce qu'il y a du côté des assureurs ce qui se fait sur les véhicules automobiles, par exemple, où on sait que les véhicules qui sont équipés, non pas bonus-malus, mais les équipements des voitures qui sont pas complètement totalement autonomes, mais enfin qui préfigurent de l'autonomie, permettent chez certains assureurs, en tout cas, d'avoir des réductions de primes. Alors, est-ce qu'il y a l'équivalent quand on fait justement du point de vue de l'habitat ou dans d'autres secteurs? Mais ça, est-ce qu'il y a un assureur dans la salle? Il y a un assureur. Merci pour la question, en début d'après-midi. Bon, je vais essayer d'être assez clair sur la question. Bien sûr, ma collègue a parlé d'accompagnement. SMAC l'assurance assure une centaine de bailleurs sociaux à peu près sur tout le territoire national. Et on essaie d'aller à leur rencontre déjà, ou eux viennent à leur rencontre. Oui, il y a des demandes parce que généralement les organisations deviennent de plus en plus complexes, les décisions également, et puis comme on a vu tout au long de la journée, il y a quand même pas mal de matière, je dirais, à maîtriser.
Et évidemment, il y a un besoin à un moment donné d'être un sachant, ce que nous pouvons être, du moins pour notre partie, mais également avec un réseau partenaire qui nous accompagne également sur des questions beaucoup plus techniques. Pour répondre clairement à votre question, il est vrai que nous, dans le domaine des bailleurs sociaux, généralement, ce sont des appels d'offres qui sont montés pour les opérations d'assurance, comme d'autres opérations également, de matériel ou de services. Ma collègue parlait beaucoup de connaissance des risques. C'est ce que SMAC l'assurance s'emploie à faire de plus en plus avec notamment des outils qui testent notamment le niveau de prévention, pouvoir le comparer aussi à un univers national. C'est important aussi. Que font les autres bailleurs sociaux par rapport à moi? C'est vrai qu'à un moment donné, je vais vouloir aussi me situer. Ça également, c'est important. Derrière tout ça, évidemment, l'assureur va attacher une importance, comme le préventeur qui travaille pour la société d'assurance, c'est d'abord l'organisation. On sait que quand il y a une organisation, quand elle est structurée, quand, j'entendais plusieurs réactions aussi, les problèmes sont pris à la base, c'est-à-dire qu'on est capable d'anticiper, on ne connaît pas les réponses, mais on anticipe et on pose les bonnes questions et on se fait accompagner. Oui, c'est vrai, je vous dirai tout de suite, la sinistralité, elle prend je dirais une tournure très positive pour les assureurs. Reste la problématique évidemment des comportements des locataires, reste la problématique que j'ai évoquée ce matin aussi, par exemple des incendies qui ne sont pas toujours d'origine accidentelle, mais on voit bien que l'organisation et l'anticipation je dirais, paye à la fin en termes de résultats. Il n'y a pas de raison aujourd'hui pour qu'effectivement l'assureur en tienne compte. C'est pour la part ce que fait SMAC l'assurance quand elle étudie un dossier d'appel d'offres. Il n'y a pas que la sinistralité, il y a aujourd'hui des outils qui nous donnent aussi des perspectives sur le niveau de prévention et également on s'intéresse à nos clients de la façon dont ils se projettent demain dans un univers de plus en plus complexe. Oui, c'est vrai, ça joue, c'est pas aussi radical que le bonus-malus par exemple pour les véhicules automobiles, pour lesquels, évidemment, la réglementation est venue fixer certains points, et il y a un caractère d'automaticité. Par contre, il faut savoir que, par exemple, pour des bailleurs sociaux, parce qu'après, l'assurance des particuliers, c'est encore autre chose, mais en tout cas, pour les bailleurs sociaux, c'est vrai, aujourd'hui, la sinistralité, comme l'organisation, ont un impact positif sur les cotisations, du moins quand elles se situent, je dirais, dans des zones de probabilité aléatoire et acceptable, voire derrière également, avec des courbes qui peuvent être en baisse sensible. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu précisément à votre question. La réponse me satisfait, mais au-delà de mon questionnement, c'est dans le domaine des accidents de la vie, voilà. Est-ce qu'on va pas vers une évolution qui est celle que les questions que se posent aujourd'hui les assureurs sur l'assurance automobile? On va aller vers des technologies qui sont réductrices de risques, et le jour où il n'y a plus de risque, comment est-ce que l'assureur réorganise son activité, vers quel type de choses? Et si un jour on arrive avec, dans les accidents de la vie, ou du moins dans certaines catégories des accidents de la vie, avec des systèmes de prévention tels que le risque disparaît, ou en tout cas se déplace complètement, il est reporté en amont vers le concepteur du bâtiment ou autre chose, il y a toute une réflexion, je pense, derrière tout ça. Donc vous voulez une baisse de tarif, quoi, si je comprends bien. Alors, Mais dites-le. je voudrais juste, Dites-le, il va vous répondre. je voudrais juste apporter. Alors, je voudrais apporter un élément de réponse quand même, en tout cas à court terme. Vous parlez de... Alors, je parle là plutôt de l'assurance de particuliers, mais vous parliez des voitures. L'expérience montre que jusqu'à preuve du contraire, barder des véhicules de technologie peut faire diminuer la fréquence d'accidents, mais sur les coûts, ça reste quand même une vraie question. C'est-à-dire que, effectivement, vous allez mettre des technologies, un environnement qui va être très protecteur, donc vous aurez moins d'accidents, mais quand il y a des accidents, il faut réparer des voitures avec un environnement qui coûte très cher, et que la question économique se pose quand même. Donc, je pense que ça a été dit tout à l'heure, la technologie ne réglera pas tout.
Il y a des sujets aussi homéostasie du risque, c'est-à-dire adaptation du comportement humain à un environnement très protecteur qui fait qu'on va prendre encore plus de risques parce qu'on se sent encore plus protégé. Et donc je pense que l'équation économique qui va vers on va être mieux protégé, on forme mieux et on met des environnements très protecteurs, on va diminuer les risques. Je pense qu'il faudra du temps. Voilà. Beaucoup de temps. Parce qu'on on aime bien prendre des risques. Il y aura toujours des assureurs et toujours des risques à assurer. Différents, mais il y en aura. Et moi, relisez Tintin, c'est Raphaël Lampion. Il y a du transfert de responsabilité. Dans l'automobile, ils sont bien dessus avec le véhicule autonome. Le robot qui doit sortir la personne en cas d'incendie et qui ne réussit pas à la sortir, qui sera responsable? Je veux dire, là, il y a une vraie question. Je vous rends le micro. D'autres questions, d'autres interrogations? Sinon, je vais vous rendre la parole. Vous pouvez rester là, ne bougez pas. Je vais vous rendre la parole pour non pas aller vers une conclusion, mais essayer quand même de tirer quelques... Je ne sais pas si vous voulez vous mettre là ou au pupitre, peu importe. Voilà. Voilà. Donc, Alain, je vais donner le micro. Voilà, alors on a vu finalement de nombreux aspects là, dans la journée. Je pense qu'il y en a plein qu'on n'a pas pu même traiter ou approfondir. J'avais encore en tête aussi des choses comme l'assurance construction, la phase chantier. Il y a aussi plein d'autres aspects, mais il faudrait sûrement plus que quelques heures pour traiter l'ensemble des aspects. Donc en tout cas, ce qu'on voit... En tout cas, moi, ce que je ressors j'allais dire des deux mondes qui se sont un peu rencontrés aujourd'hui, c'est qu'il y a des problématiques communes et il y a le principal point commun, c'est qu'on va vers de l'individualisation de chaque cas. En fait, il y a de moins en moins de généralisation, que ce soit pour l'ouvrage, pour la manière dont on traite chaque individu, etc. Chacun veut du cousu humain une solution propre et ça complexifie énormément le problème. On rajoute des contraintes sociétales. Donc c'est un petit peu finalement ce qui ressort à chaque fois, et on veut tout prendre en compte, et donc on vient de plus en plus sur des systèmes hautement complexes, ce qui fait que je profite qu'on soit déjà à l'IRIAF pour dire que du coup le point de la formation devient de plus en plus important. Le niveau de formation devient de plus en plus important pour tout ça. Donc moi c'est les premières réflexions que j'avais par rapport à ce qu'on a vu. Donc je sais pas, Catherine, ce que tu veux ajouter? Je vais ajouter une chose, c'est que ce qui serait important, c'est qu'au-delà des règles, au-delà des normes, au-delà de faire de la généralisation, comme tu l'as dit, c'est aussi de mettre de l'intelligence dans tout ça, c'est-à-dire de créer des parcours de chacun, dans lequel chacun se retrouve par rapport à sa propre analyse de risque, par rapport à son propre cheminement. On vieillira pas tous de la même façon. Pour reprendre un domaine que je connais mieux que le bâtiment, que le bâtiment, je te laisse parler, mais en tous les cas, on vieillira pas tous de la même façon, avec les mêmes moyens, avec les mêmes envies, avec les mêmes besoins, avec la même technologie, parce que celle qui sera à ma disposition ne sera pas la même que celle qu'aura Noël. En tous les cas, c'est de mettre de la formation, de l'intelligence, de l'information aussi. On n'a pas parlé d'information seulement. C'est important. Monsieur le bailleur social, il est parti où? Je ne sais plus où il est. Il est là, voilà. Monsieur Majou, on a beaucoup travaillé avec des bailleurs sociaux simplement sur l'information, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec un bailleur social du Nord et on a montré, alors en retour sur investissement sonnant et trébuchant, il l'a fait lui, enfin le bailleur social en l'occurrence l'a fait, et il y a trouvé un intérêt à investir dans la prévention, c'est donc c'est pas un philanthrope non plus, il faut lui aussi qu'il fasse tourner que ses logements soient occupés, rénovés, etc. Mais en tous les cas, on est intervenu pour faire de l'information sur le détecteur de fumée, auprès des personnes âgées pour leur trouver des solutions individuelles, etc., etc. Et ça a fonctionné parce que il y a beaucoup de freins, beaucoup de méconnaissances, beaucoup de peurs. Beaucoup par méconnaissance, tout simplement. Donc l'information aide aussi à lever un certain nombre de freins et on ne se protège pas d'un danger qu'on ne connaît pas et qu'on ignore. Et rien que ça nous a permis, en tout cas ça lui a permis, et ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille avec lui et qu'on continue à travailler avec lui, ça fonctionne. Mais c'est parce qu'on apprend aux gens, on ne leur impose pas,
Je ne sais plus qui a parlé de ce matin aussi de réglementation sur les sprinklers dans l'habitat, c'est toi. Mais bon, la bataille des 10 ans sur le détecteur de fumée, moi je ne recommence pas. Enfin, parce qu'en plus, preuve est qu'on n'a pas tout résolu avec ça. Ça ne sera pas par la réglementation. On l'a dit, ce sera vraiment par mettre de l'intelligence au milieu de tout ça. Si quelqu'un a compris à quoi sert le détecteur de fumée, il n'enlève plus la pile, je suis désolée. Mais pour l'instant, on a Elisabeth et moi, c'est un vieux combat qu'on partage. On a imposé ça aux gens, on leur a mis cette verrue au milieu de leur plafond sans leur dire à quoi ça servait. Voilà. Donc on rame maintenant pour leur dire non, ça a une utilité. Juste de l'information. Après, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'on voit qu'effectivement tous les risques sont liés, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, je crois que l'exemple le plus parlant, c'est la catastrophe de Fukushima. Hein, les centrales nucléaires, avant, on regardait l'incendie d'un côté, on regardait l'explosion, on regardait l'inondation, on regardait le tremblement de terre. On n'a jamais regardé tous ensemble. D'accord ? Donc, bon, là, on n'en est pas au même niveau de risque et de gravité, mais en tout cas, on est dans des schémas où effectivement, peut-être que la bonne idée en incendie, ça sera la mauvaise idée en aide à la personne ou inversement. Donc, si on ne travaille pas tous ensemble, voilà. On peut faire aussi la transversalité des approches, parce qu'on travaille quand même sur un même matériau qu'est l'habitat. Attention, et l'humain qui est dedans. Et l'humain qui est dedans. Ouais, donc exactement. à un moment donné, on va quand même tous se retrouver sur un habitat abordable économiquement, et parce que les capteurs de Blue Linea et compagnie, il va bien falloir à un moment donné qu'on se pose la question de leur accessibilité financière. Parce que je travaille quand même aussi avec des populations avec les SAD qui travaillent en grande ruralité. Je ne sais plus à qui j'en parlais à midi, mais on est encore sur de la terre battue. L'électricité, il n'y a qu'une pas aux normes. Vous n'allez pas brancher tous vos zinzins dans ces bâtiments-là. Hein. Et voilà. Et attention, l'assiette économique pour arriver à ce que ce soit diffusable pour le plus grand monde. Pour l'instant, on en est très loin. Hein. On en est très très loin. Le robot, il ne va pas marcher sur la terre battue. Hein. Non, c'est sûr. Et donc d'où l'importance finalement de ce genre d'événements, de communautés qui se rencontrent, de formation à la croisée des chemins. Hein. Donc, j'en reviens sur ces sujets-là. Approche globale, formation, transversalité, un peu d'intelligence et d'analyse de risque, et puis on aura peut-être avancé un petit peu. Je voudrais bien qu'on ne soit pas les seuls à parler. J'avais dit que je vous passerais le micro, moi, pas que je parlerais. Hein. Juste pour rebondir également sur tout ce qui a été dit, j'insiste sur ce que tu as dit en partie, Catherine, là, dans la synthèse, c'est la notion de personnalisation. Personnalisation de l'habitacle, personnalisation des solutions, personnalisation des modes constructifs. Et on a beaucoup mis en avant, et c'est la discussion que j'avais tout à l'heure avec le journaliste, en fait, il y a une problématique liée aux matériaux, par exemple, en sécurité incendie, mais une grosse problématique liée au montage. Le matériau, il peut être sûr, s'il est mal monté, il devient dangereux. Un petit exemple, hein, c'est les tours Grenfell, et on a un des experts internationaux qui est dans la salle, qui est Eric, donc il pourra rebondir dessus. Donc on a ces enjeux-là. On a les enjeux de la personne avec quelle solution elle est capable d'accepter, qu'est-ce qui est bien pour elle. Et je blaguais tout à l'heure, vous m'excusez, c'est un mauvais jour pour moi, je suis très provocateur, et Philippe va rigoler, mais ça me faisait penser, je disais, le parallèle avec l'affaire Vincent Lambert, c'est-à-dire qu'à travers les solutions qui peuvent se mettre en place, ça peut être hyper détourné et très mal vécu, et en même temps ça peut être très rassurant pour la famille, etc. Et c'est cette notion de personnalisation. Mais je te rejoins complètement, Catherine, à ce moment, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a les capacités d'aller à cette personnalisation? Je reste très interrogatif. Mais l'idée de personnalisation, en même temps, pour l'assureur, est-ce que ce n'est pas une question à terme? Parce que s'il y a trop de personnalisation, on ne va pas aller vers une demande de personnalisation des primes. Et donc, comment est-ce qu'on fait jouer la mutualisation? Donc, je dirais que pour des assureurs mutualistes, c'est aussi peut-être une question à terme. C'est une excellente question, parce que justement, j'étais en colloque hier à Londres, et avec un gros assureur industriel, hein, qui a le plus gros laboratoire feu au monde, qui est industriel, et qui fait que des solutions de personnalisation. Donc c'est déjà le cas dans certains domaines, même dans l'assurance. Je pense dans l'assurance construction aussi. Très souvent, dès que le dossier il sort un petit peu des clous, il est étudié de manière technique, de manière très très pointue en fait. Hein. Donc il y a le cas général, et puis après tout de suite, en gros c'est dès qu'on n'est pas en courante, on va aller dans un...
Donc finalement, elle est déjà là. Le problème, c'est que peut-être la proportion de ce qui n'est pas en technique courante, comme vous classez aujourd'hui, est peut-être de plus en plus important. J'ai une question à vous poser. En termes de justement économiquement viable, on va dire, sur quelque chose que l'on voit apparaître, nous, qui est l'habitat partagé au niveau du grand âge, qui apparaîtrait comme une solution à des problématiques d'entrée un peu en première dépendance et ensuite économique, puisqu'on se met tous ensemble. On est excusez-moi du terme, mais c'est de la coloc de vieux, quoi, en gros. Hein, c'est la même chose. Voilà. Mais plus... Bon, c'est juste pour caricaturer un petit peu. Je pense que tout à l'heure, monsieur, on a vu aussi. Moi, j'ai des expériences. Oui, j'ai des expériences sur le cas que j'ai cité. Mais la région Hauts-de-France, il y a plusieurs situations et parfois mis en œuvre aussi avec Métropole Habitat à Arras, par exemple. Il y a tout un quartier qui était abandonné avec une maternité qui était fermée, etc. Et ils en ont fait des logements et c'est de l'habitat partagé. C'est quelque chose qui, a priori, bien ce que je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Mais le support, c'est un bailleur social. Le support est un bailleur social. Mais il y a des entreprises, il y a une crèche, il y a les personnes âgées, pas dépendantes évidemment, mais personnes âgées il y a des jeunes et ils vivent tous ensemble. Et voilà, il y a de la vie. Les jeunes vont faire les courses pour les personnes âgées. C'est vraiment un vivre ensemble. Ça s'appelle l'îlot Boursecourt à Arras. Donc c'est quelque chose qui s'est bien développé. Et on a d'autres aussi, mais celui-là, je le connais particulièrement. Ce qui marche a priori moins, enfin ce que j'ai vu dans la presse, mais là, c'est pas des cas c'est le partage des locations, enfin le vivre ensemble avec les étudiants. J'ai cru comprendre que parfois c'était pas évident parce que la personne âgée a besoin de compagnie, a besoin d'échanger, a besoin de discuter et l'étudiant, le jeune n'a pas toujours envie de. Alors que là non, c'est vraiment chacun a son appartement, mais il y a des moments, il y a des salles communes où ils peuvent se retrouver, jouer aux cartes, aller voir un film ensemble. C'est à ça que je pensais moi. Je pensais plutôt à ce sont carrément des lieux d'habitation. Hein. C'est des lieux d'habitation. La cuisine est commune non, ils ont non. Ils ont une chapelle. C'est un nouveau modèle où effectivement il y a la cuisine commune, il y a chacun sa chambre privative, mais on se choisit. Non, ça je le fait d'être ensemble fait qu'on amortit un certain nombre de coûts qui permet d'assumer plus facilement les coûts d'une aide à domicile, les coûts d'un soutien, etc. Parce qu'on a amorti les coûts liés aux fonctions communes. Voilà. Ces situations-là, je les ai rencontrées, mais pour les personnes en situation de fragilité, où on a aussi des bailleurs sociaux privés qui achètent des grandes maisons, qui les partagent chacun à sa chambre, et la cuisine est commune. Ça oui. Mais c'est plutôt pour les populations fragiles, mais socialement, ou des handicapés, trisomiques, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se développe, oui. Ouais, ça, j'ai même et ça marche plutôt bien, ça. Ça marche bien. Le recul économique, on l'a pas encore, mais en tous les cas, hop là, ça fonctionne bien sur l'accidentologie. Dans les évolutions de conception de logement, il y a un marché sur les appartements, on va dire, avec des fonctions communes partagées, donc cuisine, et chambre et salle de bain adossées à chaque chambre, qui est un concept qui est en train de se développer, parce qu'il va au-delà il permet tout type de cohabitation. C'est l'aîné avec son petit enfant qui fait des études dans la même ville, par exemple. C'est pas ciblé sur le grand âge. C'est pas forcément ciblé grand âge, c'est-à-dire c'est un modèle d'habiter différent. Les formes de cohabitation sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Et donc, tant dans le monde privé de l'immobilier privé que de l'immobilier social, commence à se concevoir des types de logements adaptés à un partage d'habitat intelligent avec des fonctions communes et des fonctions séparées. Parce que ça permet quand même de dégager des coûts pour mutualiser un certain nombre de choses, mutualiser des coûts et créer éventuellement un peu de solidarité, autant que faire se peut. Ah oui, ça c'est pas marqué dans le texte. C'est pas dans le bail, non. C'est pas dans le bail. Est-ce que vous avez d'autres? Oui, super. Juste.
Juste une question pour madame, parce que vous avez fait quand même pas mal de recherches et vous en faites toujours, je suppose. On est en Europe. Est-ce que vous avez eu au cours de vos recherches des échanges avec d'autres pays européens? Je pense notamment à la Belgique. J'ai eu quelques reportages sur les maisons de retraite belgiques, dont je pense que les coûts, les prix de revient ne sont pas les mêmes qu'en France. Non. Mais voilà, la philosophie des pays européens par rapport au vieillissement aussi de la population, puisque c'est une réalité, et par rapport à vous, votre expérience. La philosophie. La Belgique, c'est une vraie question. Nous, on est transfrontaliers. On a énormément, effectivement, de Français qui vont en maison de retraite, enfin, ce qu'on appelait maison de retraite, établissement en Belgique. Je pense que la raison principale, c'est qu'en France, et c'est pas spécifique à la région de France, c'est que l'offre est récente. Les EHPAD, le taux d'EHPAD, le taux de construction des EHPAD, il a augmenté là récemment. Mais il y a 10 ans, on n'avait quasiment pas. Et le terme EHPAD est récent. Il doit dater, je crois, de 6 ans. Et on a une croissance. Donc voilà. Donc ce qui explique que ensuite, effectivement, moi je pense que le niveau, mais en termes de qualité, d'après ce que j'ai vu, en tout cas pour la Belgique, la qualité des services. Ensuite, au niveau des pays d'Europe, moi, ce que je peux voir, c'est que, par exemple, par rapport à l'Allemagne, qui a une population plus vieillissante que la nôtre, paradoxalement, nous avons en termes de qualité de service et en termes d'infrastructure, nous sommes bien mieux placés. On réfléchit davantage à la dépendance. On a mis beaucoup plus en place des solutions. Donc ça, c'est le cas. Après... par exemple, j'en parlais ce matin, il y a des pays, comme par exemple dans les anciens pays de l'Est, par exemple, on prend le cas de la Bulgarie. La Bulgarie est un pays qui est extrêmement vieux. Les femmes ne font plus d'enfants depuis un certain nombre d'années, où elles ont un enfant. Vous baladez dans les rues. Là, il n'y a strictement rien pour les personnes âgées. Alors là, c'est vraiment un problème dramatique. Moi, je rencontre des collègues qui ont des mamans qui sont en poste à l'étranger et qui sont dans des situations compliquées parce qu'en Bulgarie, il y a strictement... Donc le niveau est très, très hétérogène. Ensuite, quand vous allez dans les pays... Mais en revanche, c'est des pays, par exemple, si on prend le cas de l'Italie, l'Italie est également un pays qui est vieillissant. Parce que le vieillissement de la population, on regarde quoi? On regarde la population qui vieillit et on regarde aussi le taux de fécondité. Le taux de fécondité des femmes italiennes est extrêmement faible. Nous, on a quand même un taux actuellement. Voilà, on a un 8, un 9. Voilà. Donc, je pense qu'on est parti de loin, mais je pense que parmi les pays d'Europe, on est quand même... voilà. Mais globalement, on est tous dans une situation où on a une population vieillissante. Par contre, les pays du Sud, sur ces sujets-là, c'est la cellule familiale qui reprend le relais. C'est-à-dire que notre culture française est aussi particulière, c'est que dans les pays du Sud, Espagne, voilà, c'était. Mais en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup moins de morts pendant la canicule, parce que la cellule familiale avait repris le relais. Les pays du Sud, mais c'est vrai aussi pour les pays du Maghreb, ça devient une vraie problématique au Maroc, en Algérie, où jusqu'à maintenant, les enfants... prenaient en charge les parents. Et là c'est un vrai problème parce que les femmes travaillent. Et en Espagne, c'est pareil, oui. Oui, tout à l'heure, vous avez beaucoup souligné l'aspect rester à domicile. Mais, comment dirais-je, mon expérience m'a amené à réfléchir par rapport à un sujet bien particulier des exploitations agricoles. Vous avez le siège d'exploitation agricole avec l'habitation du chef de famille juste à côté et qui reste à la retraite et l'enfant à côté de la ferme. Et le jeune qui reprend l'exploitation se met dans un terrain à une certaine distance. Ceci dit, lorsque les parents qui habitent à côté du siège, ils vendent cette habitation, ce qui provoque un risque de tiers par rapport aux problématiques de l'exploitation lui-même au niveau du siège. Et cela m'a amené à faire une réflexion plus générale. Pourquoi une révolution un peu culturelle? Parce que nous avons un fort attachement à la propriété, nous Français, me semble-t-il. C'est pour ça qu'on parle de rester à domicile. Et pourquoi
n'engageons pas nous une certaine pérégrination entre au moment du format de notre famille, lorsque nous sommes étudiants, lorsque nous sommes jeunes parents avec 2 enfants et que bientôt nous sommes plus que 2, voire vieillissants. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les nouveaux quartiers tiennent compte de cette configuration, de l'évolution de la famille, pour offrir une nouvelle approche de la... Je vais faire qu'un tout petit bout de réponse, puis je vous laisserai, mais c'est ce que disait M. Majot tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos sociétés, elles évoluent. La cellule familiale, les colocations, c'est intergénérationnel, c'est pour un moment, et je crois que forcément, l'habitat, il sera obligé de s'adapter. Hein. Donc, je pense que, mais ça, c'est pour demain, effectivement, c'est le sujet du colloque. Hein. Mais pour demain, je pense que ça suivra fort les habitudes de vie qui ne sont plus les mêmes, les familles recomposées, toute cette manière de vivre qui est très différente et qui fait qu'on évolue, que les femmes travaillent. Va complètement révolutionner la structure de l'habitat, forcément. Ce qui pèse très très fort aujourd'hui sur les questions d'habitat, le facteur numéro 1, c'est la décohabitation, c'est-à-dire la séparation. C'est une des raisons principales des problèmes d'habitat. Oui, non, pour répondre un petit peu, on est vraiment dans un nouveau modèle. Hein. Vous parlez de la terre. Moi, j'ai vu un travail récemment qui était proposé à l'ANR, Agence nationale de la recherche. Aujourd'hui, même au niveau des propriétés agricoles, au niveau de la terre, les transmissions familiales, non plus. Ils sont obligés de vendre et ça pose des problèmes. Ça, c'est la première chose. Et là, donc, et pareil, du côté des familles, aujourd'hui, on le voit aujourd'hui dans les hôpitaux, quand on est dans les soins palliatifs ou en gériatrie. Enfin, j'ai beaucoup de familles dans les milieux médicaux. Je veux dire, la famille, on ne la voit pas. Parce que aujourd'hui, la famille, elle est par des contraintes professionnelles. Aujourd'hui, les enfants il y a une mobilité géographique aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on bouge beaucoup plus facilement ou on est contraint de bouger pour trouver du travail. Donc ça, c'est la première chose. Donc forcément, l'habitat, il y a une autre connotation. Et puis la deuxième chose, aujourd'hui, mais vous l'avez dit aussi, dans le parcours de vie en enfant, on est là, on choisit cet endroit parce que c'est génial pour les enfants, pour le boulot. Et puis en fait, on a une projection, on se dit, à la retraite, je pars. Je vais dans le sud, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le sud et dans tout le contour méditerranéen est particulièrement touché aujourd'hui par le vieillissement. Parce que finalement, les camps aujourd'hui, ils vont pas vieillir puisqu'ils ne vieillissent, puisqu'il n'y a que des vieux et il n'y a pas de jeunes. Donc le problème, il va plus se poser bientôt le problème, il va se poser pour les autres régions. Donc voilà, donc la notion d'habitat, aujourd'hui, on est dans un nouveau modèle. Pour éclairer votre question, 2 chiffres. Le prix en moyenne d'un bien immobilier en France qui diminue, on est à 17-18 ans actuellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète va en moyenne conserver bien 17 ans, alors que dans les générations antérieures, c'était quasiment un bien à vie. Je vais vous donner un exemple très personnel. Mon grand-père est né dans sa ferme et décédé dans sa ferme. Je suis son petit-fils, j'ai changé 12 fois de logement. C'est beaucoup par rapport peut-être à la moyenne, mais la tendance est là. On ne va plus du tout rester dans les mêmes lieux de vie comme autrefois. Et donc l'habitat, forcément, il s'adapte. Non, c'est le dernier mot, c'est moi, comme souvent, j'ai découvert plein de choses et notamment qu'il y avait un lien étroit entre ces questions techniques, ces questions d'habitat et finalement les modes de vie et pour les personnes âgées. Mais le dernier mot, c'est plutôt de vous passer la conclure. Ah non, non, ça j'avais pas prévu. Puis j'ai déjà beaucoup parlé. Donc non, ce matin j'ai oublié de remercier toutes les équipes techniques qui sont derrière les caméras, derrière les écrans là-bas, qui ont eu très chaud. Toutes les petites mains qui nous ont aidé à émarger ce matin. Bref, toute l'équipe de l'IRIAF, et je chargerai Thomas de relayer les remerciements, parce que sans elle, on aurait eu faim, soif, et voilà. Hein. Donc quand même, on peut tous les remercier. Merci à tous les intervenants qui viennent du froid. Plus maintenant, on peut plus dire qu'on vient du nord maintenant quand on vient du froid. Tout le monde va en vacances. Et vous maintenant en vacances, voilà. Merci aux intervenants, merci à tous. J'espère que vous avez trouvé votre compte dans cette journée, que vous avez appris des choses et partagé des choses avec nous, que vous ne repartez pas frustrés. Attendez, personne ne repart frustré, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Hein. C'était le deal de cette dernière heure, non? Tout le monde... Ok. Ah, il y a encore à boire en sortant. Ah, alors ça va être le super mot de la fin. Vous avez à boire en sortant. Merci beaucoup à tous.